Et alors, je vais commencer par des propos super positifs. Ça va mettre tout le monde dans l'ambiance. Et donc, je vous propose de faire un peu un zoom sur les problèmes, l'espèce d'oignon de problèmes auxquels on est confronté. Donc, vous avez sûrement tous vu ça il y a quelques temps. Un petit rigolo s'est amusé à mettre en proportion les problématiques de changement climatique par rapport aux problèmes de récession ou de Covid. Et donc, le sujet du jour, c'est la vague suivante, qui est encore probablement bien pire. Bon, rigolons un peu moins, essayons d'être précis, scientifiques. Il y a un outil qui, je pense, est très intéressant, qui devient un peu le livre de chevet de beaucoup de gens en sustainability, qui a été fait par le Swedish Resilience Institute, donc Johan Rockström en particulier, qui part de l'observation qu'on vit une époque formidable, mais complètement bizarroïde en fait, qui a permis l'émergence de la civilisation telle qu'on la connaît. On était juste quelques millions et on serait probablement toujours quelques millions seulement, et on n'aurait pas connu l'agriculture s'il n'y avait pas eu ce phénomène très bizarre d'une stabilisation du climat qu'on est en train de fiche en l'air. Donc, on est en train de la fiche en l'air parce que ces scientifiques ont fait des travaux là-dessus. Il y a un certain nombre de limites qu'on ne devait pas franchir pour rester dans la zone verte confortable sans trop de risques et qu'on a allègrement franchi. Alors, bon, bien sûr, changement climatique se retrouve ici. Hein, vous voyez qu'on est dans l'orange, mais en fait, c'est relativement modeste encore par rapport à ce qu'on est en train de faire à notre biodiversité qui est ici, mesurée en termes d'extinction de millions d'espèces par an. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Les plastiques, c'est pas beau à voir, le cycle de l'azote et du phosphore. Bref, il y a du boulot. Il y a du boulot et c'est pas que le climat. C'est pas que le climat, surtout qu'en climat, on a encore un peu de budget. Hein, on sait qu'on a encore, si on continuait comme ça, on a encore entre 5 et 9 ans si on veut rester sous les 1,5. Bon, c'est qu'on ne restera pas parce qu'il y a une inertie. Mais pour la biodiversité, c'est encore pire. Donc, j'ai shippé ce magnifique infogramme à CDC Biodiversité. Je pense qu'on aura l'occasion un peu plus tard dans le séminaire d'avoir des explications bien plus précises. Mais en gros, on est déjà dans l'orange, je ne dis pas dans le rouge. Et le trend n'est pas bon du tout. Il faudrait quand même très brutalement renverser la tendance. Alors, les sujets sont multiples parce qu'il faut se préoccuper de 5 pressions qui s'exercent sur la biodiversité. La première, évidemment, c'est ce qu'on fait de la terre. Quand on transforme de magnifiques forêts en parking de supermarché, c'est pas terrible. Le changement climatique, il est une cause de problèmes d'érosion de la biodiversité, autant qu'il est d'ailleurs une conséquence. C'est un sujet très complexe. Il y a évidemment la surpêche, enfin l'utilisation abusive de ressources qui n'ont pas le temps de se renouveler, la pollution et les espèces invasives. Alors, c'est très busy comme slide, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour donner une indication de quand même on peut cibler un peu les problèmes et on va se rendre compte assez vite que l'essentiel, 80% de tout ce qu'on démolit en termes d'espèces, c'est essentiellement causé par ce qu'on prélève pour se nourrir, hein, tout simplement, sur Terre et dans les océans. C'est 72% des 80%, c'est vraiment ça le sujet. Donc, on va parler de l'agriculture plus en détail et voilà la raison. Il y a aussi où est-ce qu'on habite, enfin, toutes nos infrastructures, tout ce qu'on construit, on adore construire. Et puis, pour construire et faire tout ça, on a besoin de beaucoup de métal, de beaucoup de minerais, de beaucoup de pétrole, de beaucoup de gaz. Donc, les industries extractives sont aussi évidemment fortement le sujet. Alors tout ça sont des documents, vous allez trouver, World Economic Forum a fait beaucoup de travail là-dessus, assez précis, donc je peux donner les références si ça vous intéresse. Il y a deux sujets en fait. Il y a l'impact qu'on a, c'est ce qu'on vient de voir, mais il y a aussi la dépendance. La dépendance aux écosystèmes, elle se mesure aussi. Alors là, bon, il y a des marges d'erreur fantastiques évidemment, mais ça c'est des travaux de la Banque mondiale qui estiment que plus de 50% de cet indicateur qu'on utilise pour mesurer notre richesse, qui est évidemment complètement stupide comme indicateur, mais pour le moment, on a ça. Donc, plus de 44 trillions de dollars dépendent directement du bon fonctionnement de nos systèmes naturels, de la biodiversité et des écosystèmes. On a à risque 2,7 trillions, c'est amusant parce que par an, qu'on peut perdre si on ne se préoccupe pas de ces sujets correctement. Et là, vous voyez par segment quels sont les segments de l'économie qui sont le plus en risque
directement ou à travers leur supply chain. Et bon, c'est sans surprise, vous allez trouver ce qui tourne autour de l'agriculture. Donc l'agriculture a à la fois un impact énorme sur la nature, sur la biodiversité, et dans l'autre sens, elle dépend énormément, bien sûr, des services écosystémiques. Pourtant, voilà, c'est là qu'on va arrêter de pleurer et on va commencer à peut-être sourire. Il y aurait des choses fabuleuses à faire qui nous rapporteraient beaucoup de GDP, beaucoup d'argent, on serait très content. Il y a toute une série de travaux aussi sur, mais en fait, si on développait des activités qui viseraient à améliorer nos rapports avec les écosystèmes, en fait, on pourrait créer beaucoup de jobs et créer aussi beaucoup de profits. Alors ça, c'est un travail aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette matrice, mais vous trouverez ça dans les documents du World Economic Forum, qui indique quelles sont toutes les actions qu'il faudrait mener, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut s'occuper de reforester, en tout cas de manager de façon beaucoup plus intelligente nos forêts. Il faut se préoccuper de changer nos habitudes de consommation. On sait très bien que la viande, c'est un désastre absolu, etc., etc. Et là, vous avez une répartition par segment de l'économie qui doit être particulièrement sollicitée pour qu'on avance. Combien ça peut, entre guillemets, coûter tout ça, hein? On a vu que ça peut rapporter de l'ordre de 11 trillions et il faudrait quand même investir de l'ordre de près de 3 trillions par an. Alors, est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on a commencé à le faire? Bon, en tout cas, on se préoccupe. Ça, c'est un infogramme qui est assez amusant, enfin, c'est utile. Il voit la manière dont les problématiques de biodiversité en quelques années sont montées. On rejoint pratiquement les préoccupations concernant le changement climatique. Donc ça, au moins, c'est déjà positif déjà de savoir qu'on se préoccupe du sujet. Cela dit, si on regarde en termes de budget ce qu'on est prêt à allouer à tout ça, on voit que c'est encore très loin du compte. Hein, on a parlé de trillions tout à l'heure. Mais on voit qu'au niveau européen, on est en train de parler uniquement de 3% des ressources allouées au climat qui seraient allouées à la biodiversité. On parle de, allez, 20 milliards. Bon, c'est mieux que rien, mais... Et maintenant, si on regarde du côté investisseur, là, c'est un petit indicateur à partir d'un survey fait par Barclays récemment, qui montre que dans les fonds article 8, les objectifs ou les caractéristiques environnementales qui sont, disons, à la mode ou à l'ordre du jour, ça va être évidemment le climat, ça va être la diversité au sens humain, capital humain, etc. Vous voyez la biodiversité, ce n'est pas encore là où ça devrait être. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder le sujet quand on est investisseur, hein. On a, disons, la méthode traditionnelle, ancienne, c'est l'approche éthique. On fait les choses parce qu'on pense que voilà, moralement, il faut les faire comme ça et sans se préoccuper des conséquences financières. Malheureusement, le problème de cette approche, c'est que, en fait, il y a très peu de gens qui sont capables de mettre plus que 1 ou 2 ou 3% là-dedans. Il y a l'approche impact où on va aller financer directement des petites sociétés, mais c'est un peu ça le problème, c'est qu'en général, c'est très small scale. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas le faire, c'est probablement l'étape indispensable par laquelle il faut commencer par passer. Mais il est aussi, à mon sens, très impératif qu'on intègre ces problématiques de développement durable, enfin, je n'aurais pas dire développement d'ailleurs, de durabilité tout simplement, dans l'investissement aussi quand il s'agit de grosses entreprises. On ne peut pas attendre que la mission impact soit terminée pour commencer à se préoccuper de ces problèmes. Et pourquoi ça a du sens de le faire, à notre avis? C'est parce que, comme en tant qu'investisseur, on va plutôt acheter, je ne sais pas, Danone plutôt que Nestlé ou Nestlé plutôt que Danone, pour ne pas faire de jaloux, sur la base du fait qu'on aurait regardé en détail ce que chacune de ces deux entreprises font précisément en matière de monitoring de l'impact de leur diversité et d'un assessment correct des risques auxquels ils sont soumis, du fait des problématiques de biodiversité, on fera un investissement plus intelligent. Voilà, on pense que c'est à large échelle ce qu'il faut commencer à faire le plus vite possible.